Bon, à la base, c'était l'occasion de vous faire un petit vlog en vous montrant un peu tous les monuments, les musées, pourquoi pas rentrer dans le musée national africain-américain. Malheureusement, il faisait un peu froid, il y a toujours le Covid. Comme vous pouvez voir avec ma tête, c'était un peu compliqué. Il y avait du vent, donc même pour pouvoir parler, c'était compliqué. Donc je vais vous faire la vidéo en fait en voix off, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Enfin, n'hésitez pas quoi. Et aimer, commenter, partager. Voilà quoi, le partage c'est l'amour. Allez, c'est parti. Salut à tous. Oula, c'est quoi cette tête? Alors, je sais, vous avez vu la miniature, le titre, vous vous êtes frotté les yeux, bon, je comprends. On s'attaque à une grande question, la force du sport en tant que vecteur de changement dans la société. Donc je vais partir sur une société non dénuée de remous sociétaux dans son histoire, les États-Unis d'Amérique. Alors, je vous rassure tout de suite, il est en aucun cas question de vous faire tout avaler en une seule vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prémices du sport professionnel et de l'impact de cette professionnalisation sur les classes sociales américaines. On va avoir pour témoin privilégié en fil rouge le fameux baseball, mais pas que. Alors, lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette série de vidéos, nombreux étaient les articles relatant de l'importance du sport dans la société américaine. Partout, on retrouve le mot important, et on retrouve également un autre mot, le mot valeur. Et bien en fait, ça va être notre point d'entrée. Le sport, au début du professionnalisme aux États-Unis, partageait-il les mêmes valeurs que le sport que l'on a aujourd'hui? Bon, spoiler, non. Alors, prenez du popcorn, installez-vous et laissez-moi donc vous conter l'histoire du sport aux États-Unis et de son impact socio-culturel. Donc tout d'abord, mettons les choses au clair au passage. Alors, le baseball et le foot américain sont des sports aux origines européennes. Mais leur forme telle qu'on la connaît, en fait, c'est une invention américaine. De même, le basket, le volleyball par exemple, sont des inventions en fait purement américaines. Voilà, c'était la petite rectification par rapport à ce que j'entends par-ci et par-là. Donc, il faut savoir que les activités sportives que l'on avait en Europe, bon, si on peut appeler ça activités sportives, là je parle de la chasse notamment, c'était uniquement réservé à la noblesse, aux propriétaires de terres. Aux États-Unis, la chasse par exemple, la course de chevaux, impliquait toutes les castes, du noble à l'esclave. Alors, ça n'excuse en rien les injustices, les pratiques, mais on tend en fait vers ce phénomène d'universalité qu'on reconnaît au sport. Cela va par contre prendre du temps à véritablement amener l'égalité de traitement dans les compétitions et des compétiteurs, en fonction de ces fameuses castes et en fonction des différentes minorités. On avance donc au 19e siècle pour parler du baseball et de ce qu'il a apporté au niveau sociétal et social. Au 19e siècle donc, un sport de jeunes hommes fait son trou et atteint le professionnalisme peu après la guerre de sécession. Le baseball. Oui, je vais vous imprimer ce sport dans vos petites têtes. Il faut savoir au passage qu'à la fin des années 1800, une nouvelle classe sociale naît. La classe moyenne, mais la partie qui est formée par les employés et les managers d'entreprises, de corporations. Contrairement aux gens de la classe moyenne issus d'entrepreneuriat ou de petites affaires, de petits business, ceux-ci n'avaient pas pour seul centre d'intérêt leur boulot, et donc l'argent qu'ils se faisaient, ils l'utilisaient dans la participation au sport, dont le baseball, autant en tant que spectateur que participant. Donc on se retrouve avec des gens qui ne sont pas forcément privilégiés dans la vie en termes de caste sociale et qui vont représenter en fait presque une concurrence aux gens les plus privilégiés puisqu'ils vont entrer également dans les mêmes sphères sportives, que ce soit en termes de spectacles qu'ils vont voir et sur lesquels ils vont dépenser, ou que ce soit en temps qu'acteurs. Par contre, vous avez certainement noté, j'ai énoncé jeunes hommes, j'ai dit tout le temps ils. Mais en effet, le sport en général et le baseball en particulier étaient réservés pendant longtemps à la gente masculine. Par contre, il y avait beau avoir cette exclusion par le genre, le sexe, l'ethnie au départ, après la période de la masculinité, la virilité, représentée au baseball par le teigneux, le duromane, le dominant Ty Cobb, très rapidement, les femmes notamment, par le biais des Playdays, vont intégrer en fait ce mouvement, on va dire social,
qu'est le sport. Il faut savoir que dès la fin du 19e siècle, les femmes vont commencer à faire des mouvements, donc les mouvements qu'on appelle féminins ou féministes, qui vont leur permettre d'avoir en fait le 19e amendement de ratifié et qui va en fait leur permettre donc d'avoir le droit de vote. Les femmes vont donc s'émanciper et un des témoins de cette émancipation va se trouver être le sport. Donc les événements Playdays dont j'ai parlé juste avant, créés dans les années 20, avaient pour but de privilégier la participation des femmes pour coacher des femmes athlètes et apporter une approche différente de celle des hommes. Ce côté un peu challenge et compétition, on le voit moins, le but était clairement une initiative sociale et ce type d'évolution en fait va être le curseur de la place de la femme dans la société de l'oncle Sam. Par rapport au baseball, il faudra attendre 1943 pour avoir la première ligue de baseball pro féminine, The All American Girls Professional Baseball League. Afin d'en savoir plus dessus, moi je vous conseille un film. Bien sûr, c'est pas un film à portée réellement historique, mais tout de même il est sympathique. Ce film regroupe quand même Madonna, Tom Hanks et Gina Davis. Le film s'appelle A League of Their Own, une équipe hors du commun en français. Autre minorité, on va dire témoin de cette société, c'est la communauté afro-américaine. Cette dernière, qui bataillait également pour ses droits, avait déjà décidé auparavant, par la création d'universités noires, de créer son propre dynamisme, sa propre dynamique en termes de sport. Laissez-moi vous expliquer. Donc les universités de la communauté et les étudiants en fait voyaient de plus en plus d'intérêt dans le sport dans les années 20. Si les universités développaient alors les disciplines sportives, le problème racial demeurait car à l'étage professionnel, peu ou pas de joueurs africains-américains n'étaient sélectionnés. On connaît tous en gros l'histoire de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de 1936, et alors qu'on aurait pu penser que ce genre de performance allait permettre à la communauté de gagner petit à petit le combat social, on a vu plutôt pointer et résulter pas mal de nouveaux stéréotypes sur la communauté africaine-américaine. Exemple, on reconnaît maintenant qu'ils sont plus forts, et du coup on reconnaît par contre que comme ils sont plus forts, leur intelligence est plus faible. Voilà ce qu'on pouvait entendre. Ah, les clichés. Le baseball est un exemple et un témoin quelque part de la lente évolution sociale quand on parle de la question noire. Les athlètes évoluaient dans ce qu'on appelle les Negro Leagues jusqu'à l'arrivée de Jackie Robinson en MLB en 1947. Vous avez entendu Negro Leagues, spoiler, on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. En comparaison, le foot US professionnel, bien que majoritairement blanc, a incorporé d'autres minorités, donc confère Jim Thorpe, et parmi ces minorités, il y avait la minorité africaine-américaine. Bon, tout n'était pas rose non plus, puisqu'on voit que de 1933 à 1946, un certain George Preston Marshall ajoute un frein, donc limite un retour en arrière, avec le refus de signer tout joueur noir en NFL, donc sur ces 13 années. Puis alors que il n'a plus la tête de la NFL, mais qui reste propriétaire des Redskins, ou en tout cas de la Washington Football Team dorénavant, il va décider de refuser de signer tout joueur noir dans cette équipe jusqu'en 1962. Bon. On sait que les années 60 vont marquer un tournant dans la lutte africaine-américaine face à la ségrégation. Du coup, je vais profiter de cette époque-là comme marqueur pour arrêter sur cette première partie. Wait, you're going? Le sport, de ses balbutiements à son introduction professionnelle, a été, à défaut d'acteur, témoin des évolutions de la société américaine. On va avoir l'occasion de le vérifier d'autant plus dans la partie 2, qui va arriver incessamment sous peu. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas fait, liker, partager. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.